milieu de notre mariage, mon mari m'a soudainement giflé devant tout le monde après que sa sœur lui ait chuchoté quelque chose. Pendant un instant, tous les invités sont restés pétrifiés. Mais au lieu de pleurer ou de m'enfuir, je l'ai regardé droit dans les yeux, la tête haute. Ce que j'ai fait devant les invités l'a anéanti. Les flûtes à champagne tremblaient sur leur plateau en argent. 200 paires d'yeux me brûlaient la peau. Ma joue gauche palpitait d'une chaleur qui semblait se propager dans tout mon corps, rayonnant comme des ondes dans une eau empoisonnée. Le quatuor à cordes s'était arrêté au milieu d'une note, leurs archets figés en l'air. Même la brise de juin semblait retenir son souffle, en attente. Mon voile de mariée pendait de travers maintenant, déplacé par la force de sa main. Je pouvais sentir un goût de cuivre dans ma bouche, là où mes dents avaient mordu l'intérieur de ma joue. Les roses blanches de mon bouquet tremblaient dans ma main, leurs pétales commençant à brunir sur les bords, comme si elles aussi avaient absorbé la violence de ce moment. Et il se tenait là, mon mari depuis exactement 47 minutes, l'homme que j'avais aimé pendant 3 ans, l'homme dont je portais l'enfant, bien que personne ne le sût encore, pas même lui. Sa main était encore légèrement levée, les doigts recroquevillés comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il venait de faire. Sa sœur se tenait derrière lui, ses lèvres rouges esquissant le plus petit des sourires, ses yeux brillant d'un éclat qui ressemblait à un triomphe. Que lui avait-elle murmuré? Quel mot pouvait briser l'amour d'un homme si complètement qu'il en viendrait à frapper sa mariée devant tous ceux qu'il connaissait? J'ai ouvert la bouche. Le silence s'étira, tendu comme un fil prêt à se rompre. Tout le monde se pencha en avant, attendant que je pleure, que je m'enfuis, que je m'effondre. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Et ce que j'ai fait ensuite, ce que j'ai dit de cette voix cristalline qui apportait à travers la réception stupéfaite dans le jardin, allait le détruire d'une manière qu'il ne pouvait absolument pas imaginer. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi vous ramener en arrière. Laissez-moi vous montrer comment nous en sommes arrivés à ce moment de ruine magnifique et terrible. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. J'ai rencontré Julian Clark le pire jour de ma vie. Ma mère venait de mourir. Un cancer du pancréas, rapide et impitoyable. J'avais 26 ans, debout sur le parking du funérarium, essayant de me souvenir comment respirer. L'air avait un goût de gaz d'échappement et d'herbe coupée. Ma robe noire était trop serrée au niveau des côtes. Je ne pouvais pas retourner à l'intérieur. Je ne pouvais plus entendre une personne de plus me dire qu'elle était dans un meilleur endroit ou que le temps guérit toutes les blessures. Le temps ne guérit rien. Il vous apprend simplement à vivre avec la blessure, à faire semblant de ne pas saigner. Je m'appuyais contre ma voiture, pressant mes paumes contre le capot métallique chaud, quand j'ai entendu des pas sur le gravier. On dirait que vous en avez plus besoin que moi. J'ai levé les yeux. Un homme se tenait là, grand et mince, avec des cheveux noirs qui tombaient sur son front. Ses yeux étaient d'une nuance inhabituelle de vert gris, comme du vert de mer. Il me tendait une flasque en argent. Je ne bois pas avec des inconnus, ai-je dit. Bonne politique. Je suis Julian. Il a d'abord pris une gorgée de la flasque, puis me l'a tendue à nouveau. Maintenant, nous ne sommes plus des inconnus. Je l'ai prise. Le whisky m'a brûlé la gorge, mais c'était une brûlure différente de celle du chagrin. Une douleur plus propre. Qui avez-vous perdu? Ai-je demandé. Ma tante. Et vous? Ma mère. Il a hoché lentement la tête. Il y avait quelque chose sur son visage. Une reconnaissance peut-être, comme s'il comprenait qu'il n'y avait pas de mots justes, alors il n'allait pas essayer de les trouver. Nous sommes restés là longtemps, à nous passer la flasque, sans parler, existant simplement ensemble dans nos deuils séparés. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça qu'il s'est glissé dans ma vie, dans l'espace béant que la mort de ma mère avait laissé derrière elle. Julian était un promoteur immobilier, prospère, ambitieux, avec cette sorte de confiance particulière qui vient de n'avoir jamais été vraiment brisée. Sa famille avait de l'argent ancien, du genre qui murmure plutôt qu'il ne crie. Son père possédait un empire de la construction. Sa mère était morte quand il était jeune, ce qui, disait-il, lui avait fait comprendre la perte. Mais comprendre la perte et la vivre de l'intérieur sont deux choses différentes. Il m'a courtisé à l'ancienne. Des fleurs livrées à mon bureau.
J'étais comptable junior dans une entreprise de taille moyenne. Rien de glamour. Des dîners dans des restaurants que je ne pouvais pas me permettre. Des week-ends dans des chambres d'hôtes dans le Vermont où nous faisions l'amour pendant que la pluie crépitait sur les fenêtres et où il traçait la courbe de ma colonne vertébrale du bout des doigts. Tu es différente, m'a-t-il dit un jour, son souffle chaud contre mon cou. Toutes les autres veulent juste quelque chose de moi. Toi, tu me veux juste moi. Je l'ai cru. Que Dieu m'aide, j'ai cru chaque mot. Il m'a présenté à sa sœur, Véronica, après que nous soyons sortis ensemble pendant 6 mois. Elle avait 3 ans de moins que Julian, avec les mêmes pommettes saillantes et les mêmes yeux calculateurs, mais là où son regard était chaleureux, le sien était glacial. Nous nous sommes rencontrés pour un brunch dans un bistrot chic de la ville. Véronica est arrivée avec 20 minutes de retard, vêtue d'une robe blanche qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle a embrassé Julian sur les 2 joues, puis m'a tendu une main molle. « Alors, vous êtes la comptable » a-t-elle dit. « Pas de enchanté ou j'ai beaucoup entendu parler de vous. Juste une déclaration de ma profession, livrée avec la plus légère moue méprisante. »« C'est exact » ai-je dit en gardant ma voix stable. Comme c'est pittoresque. Elle a pris son menu. Julian a toujours eu un faible pour les laisser pour compte. Véronica, dit Julian, d'une voix pleine d'avertissement. Elle haussa les épaules, faisant signe au serveur. Quoi? Je dis juste qu'elle n'est pas exactement ce à quoi nous nous attendions. Cela aurait dû être mon premier indice. Mais j'étais si désespéré d'être aimé, si désireuse de combler le vide que ma mère avait laissé, que j'ai ignoré les signaux d'alarme. Je me suis dit que Véronica avait juste besoin de temps, qu'elle était protectrice envers son frère, que je pouvais la conquérir. Je me trompais sur tant de choses. Julian m'a demandé en mariage le jour de l'anniversaire de la mort de ma mère. Il m'a ramené sur le parking du funérarium, à l'endroit exact où nous nous étions rencontrés. Au début, j'ai trouvé ça cruel, mais ensuite j'ai vu ce qu'il avait fait. Tout l'endroit était transformé. Des guirlandes lumineuses pendaient des arbres. Un violoniste se tenait à proximité, jouant quelque chose de doux et de lancinant. Des pétales de rose couvraient le sol. Et au centre de tout cela, Julian s'est agenouillé, tenant une bague qui captait la lumière déclinante du soleil comme une étoile capturée. « Tu m'as fait croire aux secondes chances » a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion. « Je veux passer le reste de ma vie à te prouver que je vaux le risque que tu as pris avec moi. Épouse-moi, s'il te plaît. » J'ai dit oui. Comment aurais-je pu refuser? La bague était en platine avec un diamant de 3 carats. Elle me semblait lourde aux doigts, chargée de promesses et de possibilités. Nous nous sommes embrassés pendant que le violoniste jouait, et je me suis laissé croire que je pouvais avoir ça, que je méritais le bonheur, que l'univers me récompensait enfin pour toute la douleur que j'avais endurée. Nous avons fixé la date en juin, dans 18 mois. Largement le temps d'organiser le mariage parfait. Véronica a insisté pour être ma demoiselle d'honneur. Nous allons être sœurs, a-t-elle dit en me serrant la main avec une fermeté surprenante. Nous devrions être proches. Je voulais la croire. J'ai essayé de la croire, mais à chaque essayage de robe, à chaque dégustation de gâteau, à chaque réunion avec les fournisseurs, je la surprenais à me regarder avec ses yeux froids. Et parfois, quand elle pensait que je ne regardais pas, elle se penchait pour murmurer quelque chose à Julian, et son expression s'assombrissait légèrement avant de redevenir un sourire. « Qu'est-ce qu'elle n'arrête pas de te dire ?» lui ai-je demandé un jour après une réunion particulièrement tendue avec le fleuriste. « Rien d'important, a-t-il dit. Elle est juste stressée par sa propre vie. Ne te laisse pas déranger par ça. » Mais ça me dérangeait. Ça s'insinuait sous ma peau comme une écharde que je ne pouvais pas tout à fait atteindre. 3 mois avant le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai fait le test dans les toilettes du bureau, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le bâtonnet. 2 lignes roses. Incontestable. Je portais l'enfant de Julian. Le timing était terrible. Nous avions convenu d'attendre après le mariage, jusqu'à ce que nous soyons mariés depuis au moins 1 an. Mais voilà que ça arrivait quand même. La vie refusant de suivre nos plans soigneusement établis. J'ai décidé de le lui dire ce soir-là, au dîner. J'avais choisi un petit body qui disait valait l'attente et je l'avais emballé dans du papier de soie. J'étais nerveuse mais excitée. C'était notre avenir qui grandissait en moi. C'était la preuve que quelque chose de bon pouvait naître de toute la douleur. Je suis arrivé tôt à son appartement, en utilisant la clé qu'il m'avait donnée.
Les lumières étaient éteintes, mais j'ai entendu des voix venant de la chambre. La voix de Julien et celle d'une autre femme. Mon cœur s'est arrêté. Pendant un terrible instant, j'ai pensé, mais ensuite j'ai reconnu la deuxième voix. Véronica. Je me suis approché doucement, sans vouloir écouter aux portes, mais incapable de m'en empêcher. La porte de la chambre était entr'ouverte. À travers l'ouverture, je pouvais les voir assis sur le bord du lit, le dos tourné vers moi. Tu dois lui dire avant le mariage, disait Véronica. Ce n'est pas juste de la laisser entrer là-dedans à l'aveuglette. Je ne peux pas, dit Julien. Sa voix était chargée de quelque chose. De la culpabilité, de la peur. Si elle le découvre, elle partira. Alors peut-être qu'elle devrait partir. C'est une catastrophe annoncée, et tu le sais. Je l'aime. Vraiment? Ou aimes-tu l'idée d'elle? La douce petite orpheline brisée qui vénère le sol sur lequel tu marches. La voix de Véronica était acide. Parce que j'ai fait des recherches, Julien. Son historique financier est un désastre. Elle a des dettes de cartes de crédit, des prêts étudiants, une faillite à 22 ans. Ce n'est plus qui elle est maintenant. N'est-ce pas? Réveille-toi. Elle t'utilise. Elle a vu les signes du dollar et un moyen de sortir de sa petite vie pathétique, et elle s'est accrochée. Comme? Ne fais pas ça, la voix de Julien claqua comme un fouet. Ne la compare pas à maman. Un long silence. Puis la voix de Véronica, plus douce maintenant, plus dangereuse. J'essaie juste de te protéger. Tu sais ce qui est arrivé à papa après la mort de maman? Comment cette femme est arrivée, a joué la veuve éplorée et est partie avec la moitié de sa fortune. Je ne laisserai pas la même chose t'arriver. Ma main était pressée contre ma bouche, retenant un son qui était à la fois un hoquet et un sanglot. Dette de carte de crédit, faillite. J'avais eu des problèmes financiers au début de la vingtaine. Oui, tout le monde en avait. Mais j'avais travaillé pour m'en sortir, lentement, péniblement. Et je n'avais jamais vu Julien comme un gagne-pain. N'est-ce pas? Le doute s'est insinué comme un gaz toxique. Une partie inconsciente de moi avait-elle été attirée par sa stabilité, sa richesse, sa capacité à me fournir la sécurité que ma vie avait toujours manqué? Non, je l'aimais. Je l'aimais pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Mais debout là, dans l'obscurité, à les écouter disséquer mon caractère, mes motivations, ma valeur, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi, quelque chose que je ne savais même pas fragile jusqu'à ce qu'il se brise. Je me suis reculé en silence. J'ai quitté l'appartement. Le body est resté dans mon sac à main, non déballé, le secret de notre enfant non dit. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais entendu. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que j'avais mal compris, mais les mots ont résonné dans ma tête pendant des semaines. Elle t'utilise. Petite vie pathétique. Comme maman. Les préparatifs du mariage se sont accélérés dans un tourbillon frénétique. Mes nausées matinales s'aggravaient, mais je les cachais. J'ai souri pendant les derniers essayages, le dîner de répétition, le flot incessant de parents arrivant de l'extérieur de la ville. Julien semblait distrait. Il travaillait tard plus souvent. Il prenait des appels téléphoniques dans d'autres pièces. Parfois, je le surprenais à me fixer avec une expression que je ne pouvais pas lire, comme s'il essayait de résoudre une énigme qu'il ne comprenait pas. Es-tu heureux, lui ai-je demandé un soir, une semaine avant le mariage. Nous étions au lit, les lumières éteintes, la ville brillant à travers les fenêtres. Il s'est tourné vers moi, c'est très obscurci par l'ombre. Quel genre de question est-ce? Une question honnête. Es-tu heureux de nous? De te marier? Il est resté silencieux longtemps. Trop longtemps. Je t'aime, a-t-il finalement dit, ce qui n'était pas la même chose que oui. Je voulais insister, exiger de vraies réponses, mais j'avais peur de ce que je pourrais entendre. Alors, j'ai laissé tomber, ravalant la question avec toutes les autres choses non dites entre nous. Véronica m'a organisé une fête prénuptiale qui ressemblait plus à un interrogatoire qu'à une célébration. Ses tantes et cousines ont posé des questions pointues sur ma famille, mon passé, mes projets de carrière. Quelqu'un a mentionné que je signerais un contrat de mariage, n'est-ce pas? Quand j'ai dit que nous n'en avions pas discuté, la pièce est devenue silencieuse. Véronica a souri. Oh, comme c'est moderne de votre part à tous les deux, mais ses yeux disaient tout autre chose. Ce soir-là, j'ai interrogé Julien sur le contrat de mariage.
Véronica l'a mentionné, ai-je dit prudemment. Devrions-nous? Je veux dire, veux-tu que j'en signe un? Il avait l'air mal à l'aise. Mon avocat l'a mentionné, mais je lui ai dit non. Je ne veux pas commencer notre mariage en supposant qu'il échouera. Mais si cela te rassurait. Ai-je dit? Non. Sa voix était tranchante, puis plus douce. Je te fais confiance. Mais le faisait-il vraiment? Le doute était maintenant une chose vivante, enroulée dans mon estomac aux côtés de notre enfant grandissant. Le matin du mariage était un chaos enveloppé de soie et de dentelle. Mes demoiselles d'honneur voletaient autour de moi comme des oiseaux anxieux tandis qu'une équipe de stylistes travaillait sur mes cheveux et mon maquillage. La robe, une robe en soie ivoire avec une longue traîne et des perles délicates, était suspendue au dos de la porte comme un fantôme. Je m'étais réveillée nauséeuse, ce qui devenait une routine. Mais aujourd'hui, c'était pire. J'ai à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain avant de vomir le peu de petit déjeuner que j'avais réussi à manger. Les nerfs, a dit l'une des demoiselles d'honneur avec sympathie. Pas les nerfs. Notre bébé faisant sentir sa présence. Je ne l'avais toujours pas dit à Julien. J'avais l'intention de le faire, mais le moment ne semblait jamais opportun. Et maintenant, c'était le jour de notre mariage, et je devrais attendre ce soir, jusqu'à ce que nous soyons seuls dans la suite nuptiale, jusqu'à ce que tout soit officiel et contraignant. La cérémonie était prévue à 15 heures dans les jardins du domaine familial de Julien. Une vaste propriété avec des pelouses bien entretenues, des chênes centenaires et une vue sur la rivière qui ressemblait à un tableau. 200 invités, un orchestre de 8 musiciens, des fleurs importées d'Équateur. C'était tout ce dont j'avais rêvé et rien de ce que je voulais. Véronica est venue dans ma loge 1 heure avant la cérémonie. Elle portait déjà sa robe de demoiselle d'honneur, un bordeaux profond qui rendait sa peau de porcelaine. « Tu es magnifique, dit-elle, mais le compliment sonnait creux. « Merci. » Elle s'approcha, étudiant mon reflet dans le miroir. « Puis-je te dire quelque chose? » De sœur à sœur. Mon estomac se noie. Bien sûr. Julien a beaucoup souffert. La mort de notre mère a presque détruit notre père. Il est devenu paranoïaque, convaincu que chaque femme qui s'intéressait à lui ne voulait que son argent. Ça l'a empoisonné, l'a rendu méfiant et cruel. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant les miens dans le miroir. Julien a une peur bleue de devenir comme lui, d'être utilisé. Je ne l'utilise pas, dis-je doucement. Je le sais. Tu le sais. Mais Julien? Elle soupira. Sois juste patiente avec lui et comprends que j'essaie seulement de protéger mon frère. C'est ce que fait la famille. Elle me serra l'épaule et partit, laissant derrière elle la faible odeur de son parfum. Quelque chose de cher et de froid comme des roses d'hiver. La musique a commencé, les portes se sont ouvertes, et j'ai descendu l'allée au bras de mon oncle, le frère de ma mère, la seule famille qui me restait. Julien se tenait à l'autel dans un smoking noir, ressemblant à tous les rêves que j'avais jamais eus. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait dans ses cheveux, leur donnant une teinte de bronze. Ses yeux se sont fixés sur les miens alors que j'approchais et, pendant un instant, juste un instant, tout le reste a disparu. C'était réel. Ça se passait. Nous allions nous marier. La cérémonie était traditionnelle. L'officiant a parlé d'amour, d'engagement et de partenariat. Nous avons échangé nos vœux, les vœux standards, pas personnels, car Julien avait dit qu'il n'était pas à l'aise pour parler en public. Nous avons échangé les alliances. Il a soulevé mon voile. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Il m'a embrassé, et les invités ont applaudi, et j'ai goûté du sel. Je ne savais pas si c'était de ses larmes ou des miennes. Nous avons remonté l'allée ensemble, main dans la main, tandis que l'orchestre jouait et que des pétales de rose flottaient dans l'air comme de la neige. Les gens souriaient. Les appareils photo crépitaient. Tout était parfait. Et puis nous sommes passés à la réception dans le jardin. L'heure du cocktail. La lumière dorée de la fin de l'après-midi peignant tout en ambre. Des serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. Les invités se regroupaient en petits groupes, riant, buvant, célébrant. Julien et moi nous tenions près de la fontaine, acceptant les félicitations. Mes pieds me faisaient mal dans les talons, mais je souriais malgré tout. Sa main était sur le creux de mon dos, chaude et possessive. « Excuse-moi un instant, dit-il en m'embrassant la tempe. Je dois parler à mon père. » Il s'éloigna.
j'ai été immédiatement entouré par un groupe de ses associés qui me posaient des questions sur la lune de miel, sur l'endroit où nous allions vivre, sur mes projets professionnels après le mariage. J'ai répondu automatiquement, mes réponses fluides et répétées, mais je surveillais Julien du coin de l'œil. Il se tenait près du bord du jardin, parlant avec son père. Et puis Véronica est apparue. Elle a touché le coude de Julien, l'entraînant à l'écart. Ils se sont éloignés de la foule vers un massif de rosiers. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais voir ses lèvres bouger rapidement. Elle a sorti quelque chose de son sac à main. Un morceau de papier plié. Elle l'a tendu à Julien. Il l'a ouvert, l'a lu, et j'ai vu son visage changer. C'était comme regarder de la glace se former sur l'eau. Tout en lui est devenu froid et dur. Sa mâchoire s'est crispée. Ses mains qui m'avaient touché si doucement quelques heures auparavant, ont froissé le papier en une boule serrée. Il a levé les yeux. Ses yeux ont trouvé les miens à travers le jardin, et il n'y avait rien en eux que je reconnaisse. Il a commencé à marcher vers moi. La foule s'est instinctivement écartée. Quelque chose dans son expression a fait reculer les gens. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que c'était grave. Je pouvais le sentir dans mes os, dans la façon dont la pression de l'air semblait chuter comme un orage qui approche. Julien. Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Il s'est arrêté devant moi, assez près pour que je puisse sentir le champagne sur son haleine, voir le muscle tressaillir dans sa mâchoire. Est-ce vrai? Sa voix était basse, dangereuse. Qu'est-ce qui est vrai? Je ne. Et puis sa main a bougé. Rapide. Brutal. Le claquement de sa paume contre ma joue a résonné dans le jardin comme un coup de feu. La douleur a explosé sur mon visage. J'ai chancelé sur le côté, manquant de perdre l'équilibre. Mon voile a glissé. Ma vision s'est brouillée de larmes qui étaient à la fois de douleur et de choc. Toute la réception est devenue silencieuse. J'ai touché ma joue brûlante, j'ai goûté le sang. J'ai levé les yeux vers lui, mon mari depuis moins d'une heure, et j'ai vu un étranger me regarder. Comment as-tu pu? Sa voix s'est brisée. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne savais pas de quoi il parlait. Mon esprit tournait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il m'avait frappé, devant tout le monde, le jour de notre mariage. Véronica se tenait derrière lui, la main sur la bouche, les yeux écarquillés. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Les invités étaient pétrifiés. 200 personnes suspendues dans le choc. Et puis j'ai compris. Quoi qu'il y ait sur ce papier, quoi que Véronica lui ait dit, c'était un mensonge. Ça devait l'être. Elle attendait ce moment, l'orchestrant, me tendant un piège depuis le début. La rage qui m'a envahi était plus pure que tout ce que j'avais jamais ressenti. Elle a consumé la douleur, la confusion, la blessure. Elle n'a laissé que la clarté. Je me suis redressé, j'ai levé le menton, j'ai regardé mon mari droit dans les yeux. Demande-moi ce que tu penses que j'ai fait, ai-je dit. Ma voix était aussi stable que la pierre. Dis-le à voix haute, devant tout le monde. Quelle que soit l'accusation que tu portes contre moi, dis-la. Le visage de Julien s'est tordu. Tu sais ce que tu as fait. Dis-le. L'argent. Les comptes offshore. Tu voles mon entreprise depuis 1 an. Sa voix s'est élevée, rauque de trahison. Véronica m'a montré les preuves. Relevé bancaire, virement, tout remonte à toi. Tu as détourné près d'un demi-million de dollars. L'accusation flottait dans l'air comme un gaz toxique. Un demi-million de dollars, détournement de fonds, comptes offshore. J'ai presque ri. C'était si absurde, si manifestement fabriqué, que pendant un instant, je n'ai pas pu comprendre comment quelqu'un pouvait le croire. Montre-moi, ai-je dit. Quoi? Montre-moi ces preuves. Que tout le monde les voie. Julien a hésité. Il a regardé Véronica, qui s'est rapidement avancée. Je ne pense pas que ce soit l'endroit. A-t-elle commencé? Montre-moi. J'ai tendu la main. Julien a sorti le papier froissé de sa poche et l'a lissé. C'était une impression de relevé bancaire, de numéro de compte, d'enregistrement de transactions. Mon nom était surligné en jaune. Des centaines de virements, chacun de plusieurs milliers, tous dirigés vers un compte aux îles Caïmans. Je l'ai étudié attentivement.
La contrefaçon était bonne, professionnelle. Quelqu'un avait dépensé du temps et de l'argent réel pour créer cela. Ce sont des faux, ai-je dit. Ne. La voix de Julien s'est brisée. Ne me mens plus. J'ai fait tout vérifier par mon avocat. Le compte existe. L'argent est réel. Ta signature est sur les autorisations de virement. Alors ton avocat est incompétent, ou complice. Je me suis tourné vers la foule. Certains ont détourné le regard, embarrassés. D'autres se sont penchés en avant, avides de drame. J'ai élevé la voix pour que tout le monde puisse entendre. Je n'ai jamais volé un seul dollar à mon mari. Je n'ai jamais ouvert de compte offshore. Je n'ai jamais signé d'autorisation de virement. C'est une fabrication. Je me suis retourné vers Julien. Et je peux le prouver. Comment? La voix de Véronica était tranchante. Je lui ai souri, d'un sourire froid et terrible. Parce que je suis comptable et que j'ai passé les 6 derniers mois à examiner chaque document financier de l'entreprise de Julien, en préparation de la fusion de nos finances après le mariage. Je connais chaque compte, chaque transaction, chaque signature. Et ceux-ci, j'ai brandi les papiers, ne sont pas les miens. Je me suis dirigé vers la table la plus proche où ma demoiselle d'honneur avait laissé son sac à main. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes emails, trouvé le dossier que j'avais constitué au cas où j'en aurais besoin. Ceux-ci, ai-je dit en brandissant le téléphone, sont les vrais dossiers financiers de Clark Développement. Et savez-vous ce que j'ai trouvé en les examinant? Des schémas intéressants. De l'argent qui se déplace de manière illogique. Des paiements à des sociétés écrans. Des factures pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés. Le visage de Julien était devenu pâle. De quoi parles-tu? Je parle de détournement de fonds. De vrais détournements de fonds. Quelqu'un vole votre entreprise depuis des années. Et je sais qui. J'ai regardé Véronica. C'est toi. Véronica a ri. A vraiment ri. C'est insensé. Pourquoi volerais-je ma propre famille? Parce que ton père t'a coupé les vivres il y a 2 ans, n'est-ce pas? Après que tu aies dilapidé ton fonds en fiducie au jeu. Parce que tu as des dettes qui t'enterreraient si elles venaient à être révélées. Parce que tu as vu l'entreprise de ton frère comme une tirelire et que tu savais exactement comment y accéder sans te faire prendre. J'ai affiché une feuille de calcul sur mon téléphone. Jusqu'à ce que je commence à chercher. Jusqu'à ce que je remarque que chaque société écran que tu as créée pour détourner de l'argent remonte à un seul cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats de ton petit ami. Le même petit ami que tu caches à ta famille parce qu'il n'approuverait jamais que tu sortes avec quelqu'un d'une classe sociale si inférieure à la tienne. Son visage est devenu blanc. Tu mens. Vraiment? Tu veux que je montre son nom à tout le monde? Tu veux que je leur explique comment il t'a aidé à créer de faux fournisseurs, de fausses factures, des sociétés fictives? Comment tu as volé plus de 3 millions de dollars au cours des 5 dernières années? La foule a halté. Julien a reculé comme si je l'avais frappé. C'est impossible, a-t-il dit. Véronica ne ferait jamais ça. Elle le ferait. Et elle a eu une peur bleue que je le découvre. C'est pourquoi elle t'a monté contre moi depuis le début. C'est pourquoi elle a fabriqué ses preuves ce soir. Elle espérait que tu divorcerais de moi immédiatement, avant que je puisse terminer mon audit. Avant que je puisse la démasquer. Je me suis tourné vers Véronica. Elle tremblait, son sang-froid parfait se fissurant. Tu as failli t'en tirer. Tu es intelligente. Les comptes sont bien cachés. Mais tu as fait une erreur. Tu as utilisé le même numéro de routage pour plusieurs virements. Une fois que j'ai repéré le schéma, le reste s'est effondré rapidement. Julien regardait sa sœur comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Véronica. Elle ment, mais sa voix était faible maintenant. Julien, tu ne peux pas la croire. Elle essaie juste de détourner l'attention. Prouve-le, ai-je dit. Appelons la police tout de suite. Laissons-les enquêter. Voyons quels comptes tiennent la route sous un examen approfondi. Les miens ou les tiens? Silence. Long et terrible. Puis le visage de Véronica a fait quelque chose d'étrange. La peur a disparu. Son expression est devenue lisse et froide comme du verre. Petite idiote, dit-elle doucement. Tu penses que tu as gagné. Je pense que la vérité éclatera d'une manière ou d'une autre. La vérité? Elle a ri, un son comme du verre qui se brise.
La vérité, c'est que Julien ne t'a jamais aimé. Je m'en suis assuré. Chaque doute que j'ai semé, chaque suspicion que j'ai nourrie, tout était réel. Au fond de lui, il ne t'a jamais fait confiance. Il n'a jamais cru que tu l'aimais pour ce qu'il était. Elle s'est tournée vers son frère. Dis-le lui. Dis-lui combien de nuits il est resté éveillé à se demander si tu l'utilisais. Parle-lui du détective privé que tu as engagé pour fouiller son passé. Le visage de Julien l'a confirmé. Il l'avait fait. Il avait vraiment engagé quelqu'un pour enquêter sur moi. Quelque chose en moi s'est finalement, irrévocablement, brisé. Tu as engagé un détective privé. Ma voix était plate. Tu m'as épousé en croyant que je pouvais être une arnaqueuse. Je devais juste en être sûr. Tu ne m'as pas fait confiance. Les mots sont sortis creux. Jamais. Pas une seule fois. Je voulais. J'ai essayé. Tu m'as frappé. J'ai touché ma joue encore brûlante. Devant 200 personnes. Tu m'as frappé sans poser de questions, sans me donner une chance de me défendre. Tu l'as cru, elle, plutôt que moi. La honte a finalement traversé ses traits. Mais il était trop tard. Beaucoup, beaucoup trop tard. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pris ma décision. Je veux que tu saches quelque chose, ai-je dit, ma voix portant à travers le jardin silencieux. Je suis enceinte. De 8 semaines. Je l'ai découvert il y a 3 mois, et je ne te l'ai pas dit parce que je vous ai entendu, toi et Véronica, discuter du fait que je t'utilisais juste pour ton argent. J'attendais le bon moment, en espérant que cela te prouverait que mon amour était réel. J'ai sorti le petit paquet emballé de mon sac à main, le body que je portais depuis des mois. Je l'ai jeté à ses pieds. Félicitations. Tu vas être père, avec une femme en qui tu n'as pas confiance, que tu as agressé physiquement devant tout le monde que tu connais, le jour qui était censé être le plus heureux de nos vies. Les halètements de la foule étaient audibles maintenant. Les téléphones étaient sortis, enregistrant tout. Le visage de Julien était devenu gris. Tu es enceinte. J'allais te le dire ce soir. J'avais tout prévu. Mais maintenant. J'ai levé les yeux vers lui, je l'ai vraiment regardé, l'homme à qui j'avais donné 3 ans de ma vie, et je n'ai ressenti qu'une rage froide et pure. Maintenant, je vais m'en aller. Je vais divorcer de toi avant que l'encre de notre certificat de mariage ne soit sèche. Et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es. Le genre qui croit au mensonge plutôt qu'à la femme qui porte son enfant. Le genre qui résout les problèmes par la violence. Je me suis tourné vers la foule. Merci à tous d'être venus. Je suis désolé que vous ayez dû assister à cela, mais je suis contente que vous l'ayez fait, parce que maintenant vous saurez tous la vérité sur la famille Clark. Sur ce qui se passe derrière les portes de leur domaine. Sur la pourriture sous l'argent, le pouvoir et l'image parfaite. J'ai commencé à marcher. Mes pieds me faisaient mal. Mon visage me lançait. Mon cœur avait l'impression de se déchirer. Derrière moi, j'ai entendu Julien appeler mon nom. Attends, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste continué à marcher, hors du jardin, à travers le domaine, vers les portes d'entrée où je savais que mon oncle m'attendait avec la voiture. Derrière moi, le chaos a éclaté. Des cris. La voix de Véronica s'élevant en déni. Le père de Julien exigeant des explications. Les invités chuchotant, les téléphones bourdonnant, l'histoire se propageant déjà comme une traînée de poudre. Je m'en fichais. J'en avais fini. Terminé. Libre. La robe de mariée était de toute façon ruinée. L'histoire est devenue virale à minuit. Des vidéos de la gifle, des vidéos de mon accusation, des vidéos de moi m'éloignant, la traîne de ma robe de mariée traînant dans l'herbe, la tête haute. Le matin, j'étais célèbre. Pas le genre de célébrité que l'on souhaite, mais célèbre néanmoins. La mariée giflée. La vengeance du mariage. La comptable qui a détruit une dynastie. Les nouvelles s'en sont emparées. Les médias sociaux ont explosé. Des articles d'opinion sont apparus sur la violence domestique, sur la richesse et le pouvoir, sur les dangers de se marier dans l'argent. Julien a essayé d'appeler. J'ai bloqué son numéro. Il a envoyé des emails. Je les ai supprimés sans les lire. Il s'est présenté à mon appartement.
J'ai appelé la police. Son avocat a envoyé les papiers du divorce en une semaine. Je les ai signés avec plaisir. Mais j'ai aussi engagé mon propre avocat, un bon, du genre qui sentait le sang dans l'eau. Nous avons tout attaqué, la communauté de biens, les actifs accumulés pendant notre bref mariage, l'indemnisation pour détresse émotionnelle. Et nous nous en sommes pris à Véronica. L'audit que j'avais commencé a tout prouvé. La police s'est impliquée. Les enquêteurs fédéraux. C'était plus gros que quiconque ne l'avait imaginé. Plus de 5 millions de dollars volés sur 7 ans, acheminés via un réseau de fausses entreprises et de comptes offshore. Son petit ami a été arrêté. Elle a été arrêtée. L'entreprise de Julian a failli s'effondrer sous le poids du scandale. Son père a eu une crise cardiaque due au stress. Le nom de famille, si soigneusement cultivé, si précieux pour eux, a été détruit. Je n'ai rien ressenti en regardant tout ça brûler. Aucune satisfaction, aucun regret, juste une sorte de lassitude creuse. J'ai déménagé à l'autre bout du pays, en Californie, à San Diego, où le temps était toujours parfait et où personne ne connaissait mon visage. J'ai eu le bébé, une fille. Elle avait les yeux de Julian et le menton de ma mère, et un cri féroce qui faisait rire les infirmières. Je l'ai appelée Grace, d'après ma mère. Julian a essayé d'établir des droits de visite. Mon avocat l'a combattu. La vidéo de la gifle a été montrée au tribunal de la famille. L'expression de la juge était taillée dans la glace. Vous avez frappé votre femme enceinte en public, a-t-elle dit. Vous n'aurez qu'une visite supervisée, en attendant la fin des cours de gestion de la colère et des conseils familiaux. Et vous paierez une pension alimentaire. Une pension alimentaire substantielle. Il a quitté la salle d'audience en ressemblant à un fantôme. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais triste. Triste de ce qui aurait pu être. Triste pour Grace, qui grandirait avec un père qui ne serait jamais vraiment présent. Triste pour la fille que j'avais été, celle qui pensait que l'amour pouvait guérir toutes les blessures. Mais j'ai construit une vie quand même. J'ai créé mon propre cabinet comptable spécialisé dans les audits judiciaires. Il s'avère qu'il y a de l'argent à se faire en démasquant les détourneurs de fonds et les fraudeurs financiers. Qui l'eût cru? Grace a grandi. Elle a appris à sourire, à rire, à ramper. Elle a rempli l'appartement de bruit, de chaos et d'amour. Mon oncle m'a aidé. Quelques amis de mon ancienne vie m'ont contacté, offrant leur soutien. Je n'étais pas seul. Et lentement, prudemment, j'ai réappris à être heureuse. Pas le bonheur explosif et désespéré que j'avais ressenti avec Julian. Quelque chose de plus calme, de plus stable. Je suis dans mon bureau quand l'appel arrive. Un numéro inconnu. Je suis sur le point de ne pas répondre. Bonjour. C'est moi. La voix de Julian. Plus vieille, en quelque sorte. Fatiguée. Je devrais raccrocher, mais la curiosité me retient. Que veux-tu? Je voulais juste. Je voulais que tu saches. Véronica a été condamnée aujourd'hui. 15 ans. Prison fédérale. Je sais. Je l'ai lu. Je voulais aussi dire. Il fit une pause. Je pouvais l'entendre respirer, rassembler son courage. Je suis désolé. Pour tout. Tu avais raison sur tout. Je ne t'ai pas fait confiance. Je l'ai laissé m'empoisonner contre toi. Et je t'ai frappé. Mon Dieu, je t'ai frappé. Je me déteste pour ça chaque jour. Bien. Une autre pause. Comment va Grace? Elle est parfaite. Et tu la verras le mois prochain pour ta visite supervisée, n'est-ce pas? Oui. Il s'éclaircit la gorge. Es-tu heureuse? J'ai regardé autour de mon bureau, les diplômes au mur, les photos de Grace sur mon bureau, les dossiers empilés proprement dans le coin, la vie que j'avais construite à partir de cendres, de rage et de pure volonté tenace. Oui, ai-je dit. Je le suis. Bien. C'est bien. Sa voix s'est brisée. Je t'ai vraiment aimé, tu sais. Je ne savais tout simplement pas comment faire confiance à ça. Je sais. Si je pouvais revenir en arrière. Mais tu ne peux pas. Aucun de nous ne le peut. Nous devons juste vivre avec ce que nous avons fait. Silence, puis doucement. Au revoir. Au revoir, Julian. J'ai raccroché,
J'ai regardé la photo de Grace. Elle souriait à l'appareil photo, de la crème glacée étalée sur son visage, une joie pure rayonnant de chaque pixel. Elle ne me verrait jamais m'effondrer comme j'avais failli le faire. Elle grandirait en sachant que sa mère s'était relevée, avait secoué les cendres et avait construit quelque chose de beau à partir des ruines. J'ai repris mon téléphone. Il y avait un SMS de mon oncle. Dîner ce week-end? Grace réclame ses pancakes préférés. J'ai souri et j'ai répondu. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Puis je suis revenu au dossier sur mon bureau. Un nouveau cas. Une femme qui soupçonnait son partenaire commercial de détournement de fonds. Elle était venue à mon bureau hier, nerveuse et tremblante, me demandant si je pouvais l'aider. Je l'avais regardée et je m'étais revu, 3 ans plus tôt, perdu, trahi, désespéré que quelqu'un la croie. Je peux vous aider, lui ai-je dit. Et je le ferai. Les gens me demandent toujours si je regrette d'avoir renoncé à l'argent, au style de vie, à l'homme que j'avais aimé. La réponse est compliquée. Je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas d'avoir révélé la vérité. Je ne regrette pas de m'être choisi, moi et ma fille, plutôt qu'une vie bâtie sur des mensonges et la suspicion. Mais je suis en deuil. Je suis en deuil de la version de nous qui aurait pu exister si Julien m'avait fait confiance. Si Véronica n'avait pas été une vipère en vêtements de créateur. Si l'amour avait suffi à surmonter la peur, le doute et le poison des vieilles blessures familiales. Je suis en deuil de la fille que j'étais, celle qui pensait qu'un homme pouvait la sauver de la solitude. Qui croyait que l'amour était censé faire un peu mal, qu'il était censé exiger des sacrifices, du silence et d'avaler sa vérité pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Je sais mieux maintenant. L'amour n'est pas censé faire mal. Le véritable amour, celui qui en vaut la peine, vous rend plus grand, pas plus petit. Il vous donne de l'espace pour respirer, pour grandir, pour être pleinement vous-même. Il n'exige pas que vous vous prouviez encore et encore. Il ne vous empêche pas de dormir la nuit à vous demander si vous êtes assez bien, assez digne, assez réel. L'amour de Julien était une cage déguisée en château. Et le moment où je suis sorti de ce jardin, la robe de mariée traînant derrière moi, le visage palpitant de douleur, c'est le moment où je suis devenu libre. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un colis. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier cher. J'écris ceci d'un endroit que tu ne visiteras jamais. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai passé des années à voler de l'argent pour maintenir un style de vie que je pensais mériter. Et maintenant, je suis dans une cellule qui coûte aux contribuables 40 000 $ par an. Je n'écris pas pour m'excuser. Nous savons toutes les deux que je ne suis pas désolé pour ce que j'ai fait à l'entreprise de Julien. Je suis seulement désolé de m'être fait prendre. Mais je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Tu étais un dommage collatéral dans une guerre dont tu ne savais même pas que tu faisais partie. Ma guerre contre le favoritisme de mon père, le statut de Golden Boy de mon frère, ma propre insuffisance. Tu es entré dans notre famille en croyant que l'amour suffisait. Et j'ai fait de ma mission de prouver que tu n'étais qu'une autre croqueuse de diamants. La vérité? J'étais jalouse. Tu avais quelque chose que je n'ai jamais eu, la capacité d'aimer sans calcul, de donner sans compter. Julien a vu ça en toi, et ça l'a terrifié parce que c'était réel. Et je ne supportais pas de le voir avoir quelque chose que je savais que je ne trouverais jamais. Alors, je l'ai détruit. Je t'ai détruite. Je l'ai détruit. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout. Chaque accusation, chaque vilaine vérité que tu m'as jetée au visage ce jour-là. Et je voulais que tu saches autre chose. Tu as gagné. Pas parce que tu m'as démasqué. Pas parce que tu es parti. Mais parce que tu as survécu. Parce que tu élèves ma nièce quelque part, que tu te construis une vie, que tu es heureuse. C'est la chose que je ne peux pas te pardonner. Pas que tu nous aies ruinés, mais que tu ne nous aies pas laissé te ruiner. V. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai brûlée dans l'évier, regardant le papier cher se recroqueviller, noircir et se transformer en cendres. Grace faisait la sieste dans la pièce voisine. Par la fenêtre, je pouvais voir l'océan, infini, bleu et indifférent au drame humain. J'ai pensé à répondre, à dire à Véronica qu'elle avait tort, qu'il m'avait ruiné d'une manière que je découvrais encore. Que certaines nuits, je me réveillais en sursaut, rêvant de ce moment où la main de Julien avait heurté mon visage.
que je sursautais quand les hommes élevaient la voix. Que je remettais en question chaque gentillesse, cherchant le piège en dessous. Mais je n'ai pas répondu, parce que la vérité était plus compliquée que la victoire ou la défaite. Ils avaient brisé quelque chose en moi. Mais je m'étais reconstruite à partir des morceaux, et la nouvelle version était plus forte, plus dure, moins disposée à plier, moins disposée à croire que l'amour exigeait que je me rabaisse. Peut-être que c'était ça, gagner. Ou peut-être que c'était juste la survie. Quoi qu'il en soit, j'étais là. J'étais debout. J'étais assez entière. Et cela devrait suffire. Grace avait 3 ans quand Julian s'est présenté à ma porte. Pas l'homme brisé qui m'avait appelé ce jour-là. Pas le fantôme qui se présentait pour les visites supervisées avec notre fille, à peine capable de croiser mon regard. C'était quelqu'un de différent. Plus mince, plus gris aux tempes, mais il y avait quelque chose dans son visage, une quiétude qui n'était pas là avant. Je sais que je ne devrais pas être là, dit-il. Mais je devais te donner ça. Il tendit une enveloppe, épaisse, d'aspect officiel. Je ne l'ai pas prise. Qu'est-ce que c'est? Véronica est morte il y a 2 semaines. Cancer du poumon. C'était rapide. Je n'ai rien ressenti. Ni chagrin, ni satisfaction, juste une lointaine reconnaissance d'une information reçue. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'elle t'a laissé quelque chose. Pour Grace. Il poussa l'enveloppe vers moi. S'il te plaît, prends-la. Je l'ai prise. À l'intérieur se trouvait un document juridique. Un fonds en fiducie. 2 millions de dollars placés au nom de Grace, inaccessible jusqu'à ses 25 ans. Pour la fille que je ne rencontrerai jamais, disait la note jointe. Pour qu'elle n'ait jamais à se marier pour la sécurité. Pour qu'elle n'ait jamais à se demander si elle est digne d'un amour sans condition. Pour qu'elle puisse être ce que je n'ai jamais été. Libre. Ta tante, qui t'a aimé de la seule manière qu'elle connaissait. À distance, avec de l'argent, en s'assurant que tu n'aurais jamais besoin de devenir moi. Je suis resté longtemps à regarder le document. Julian attendait sur mon seuil. Elle a passé la dernière année de sa vie à mettre ça en place, dit-il doucement. Elle voulait s'assurer que ça ne pourrait pas être contesté, que ce serait hermétique. Elle a dit. Il déglutit difficilement. Elle a dit que c'était la seule bonne chose qu'elle ait jamais faite. Ça ne change rien. Je sais. Ça ne fait pas d'elle une bonne personne. Je le sais aussi. Mais Grace aura des options. La sécurité, une base. Je levai les yeux vers lui. Merci d'avoir apporté ça. Il hocha la tête, commença à se détourner, puis s'arrêta. Je suis en thérapie. Une vraie thérapie, pas celle imposée par le tribunal. Je travaille sur. Il fit un geste impuissant. Tout. La colère, les problèmes de confiance, les dommages que ma famille m'a causés et que je t'ai causés. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu le saches. Bien. Et je voulais que tu saches que tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Même si je l'ai détruite. Même si je ne la méritais pas. Ses yeux étaient humides. Toi et Grace, vous êtes les seules choses réelles que j'ai jamais eues. Julian? Je n'essaie pas de te reconquérir. Je sais que c'est impossible. J'avais juste besoin de le dire une fois. À voix haute. Il recula. Prends soin de toi. De vous deux. Il s'éloigna sur le chemin vers sa voiture et partit. Je suis resté là, tenant 2 millions de dollars dans un fonds en fiducie créé par une femme morte qui m'avait détesté, aimée et détruite, et qui, à la fin, avait essayé de sauver ma fille de son propre héritage. Grace a appelé de l'intérieur, « Maman, maman, viens voir. » J'ai fermé la porte, les verrouillé, j'ai mis l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau, et je suis allé voir ce que ma fille avait construit avec ses blocs. Quelque chose de précaire et de coloré, maintenu ensemble avec la certitude absolue que seule une enfant de 3 ans possède. Regarde, dit-elle fièrement. C'est un château. Il est magnifique, bébé. Et rien ne peut le faire tomber, parce que je l'ai fait solide. Je lui ai embrassé le sommet de la tête. C'est vrai. Tu l'as fait solide. Et c'est tout ce qui compte. Les années passent. Grace grandit. Elle a maintenant 7 ans, puis 10, puis 13. Elle pose des questions sur son père, sur le jour du mariage dont elle a entendu parler en chuchotant, mais qu'elle n'a jamais vraiment compris.
Je lui dis la vérité. Des versions adaptées à son âge au début, puis plus de détails à mesure qu'elle grandit. Je lui montre la vidéo. Oui, elle est toujours là, immortelle comme l'est toujours l'infamie sur Internet. Je la laisse voir le moment où son père m'a frappé. Le moment où je me suis tenu droite. Le moment où je suis parti. Avais-tu peur, demande-t-elle. Terrifiée. Mais tu l'as fait quand même. Oui. Pourquoi? Je réfléchis à cela, à la manière de distiller des années de douleur, de croissance et de sagesse durement acquises en quelque chose qu'une jeune de 13 ans peut comprendre. Parce que rester t'aurait appris la mauvaise leçon. Ça t'aurait appris que l'amour signifie accepter la cruauté. Que le mariage signifie le silence. Que se faire frapper est quelque chose que l'on pardonne, que l'on oublie et que l'on fait comme si ce n'était pas arrivé. Je lui prends la main. Je voulais que tu grandisses en sachant que tu vaux plus que ça. Que nous valons toutes les deux plus que ça. Elle reste silencieuse longtemps. Puis, l'aimais-tu? Oui, beaucoup. L'aimes-tu encore? Non. J'aime qui je pensais qu'il était. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé. Le vrai Julien était trop abîmé, trop effrayé, trop empoisonné par sa famille pour être le partenaire dont j'avais besoin. Je lui serre la main. Mais je t'ai eu. Et tu es réel. Tu es la meilleure chose qui soit sortie de tout ça. Elle appuie sa tête sur mon épaule. Je suis contente que tu sois parti. Moi aussi, bébé. Moi aussi. Julien s'est finalement remarié. Une femme discrète, une thérapeute en fait, quelqu'un qui comprenait ses blessures et qui a choisi de l'aimer malgré tout. Ils ont eu un fils. Il m'a envoyé une photo. J'ai répondu par SMS félicitations et je le pensais. Mon oncle est décédé quand Grace avait 12 ans. Nous l'avons pleuré ensemble, en plantant un arbre en sa mémoire, en racontant des histoires sur ses blagues terribles et son amour féroce. Grace a prononcé l'éloge funèbre à ses funérailles, posée, courageuse et déchirante. J'ai eu quelques rendez-vous, rien de sérieux. Je n'étais pas sûr de vouloir du sérieux. J'avais appris à être heureuse seule, avec Grace, avec la vie que nous avions construite. Ajouter quelqu'un d'autre semblait risqué, inutile. Mais il y a eu un homme, finalement. Un professeur à l'école de Grace. Des yeux gentils, patients. Il avait traversé son propre divorce, élevé ses propres enfants, comprenait que certaines portes en moi seraient toujours verrouillées. Je ne cherche pas à te sauver, m'a-t-il dit à notre 3e rendez-vous. Tu n'es pas brisée. Tu es juste prudente. Et c'est bien. Nous avons pris notre temps. Des années. Grace a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avant que je ne le laisse emménager. Mais ça a fonctionné. C'était bien. C'était réel. Pas passionné comme avec Julien. Pas dévorant, mais stable. Sûr. Construit sur la vérité plutôt que sur le fantasme. Et ça, j'ai appris, c'était sa propre sorte d'histoire d'amour. Les gens me reconnaissent encore parfois. La vidéo a été vue des millions de fois. La mariée giflée est un conte moral, un fantasme de vengeance, un symbole de l'émancipation féminine, ou tout ce qui ne va pas avec la cancel culture, selon la personne qui en parle. Je ne m'en soucie plus. Laissez-les projeter ce dont ils ont besoin sur ce moment. Laissez-les en faire un mème, un article de fond, une étude de cas. Je sais ce que c'était vraiment. La fin d'une histoire et le début d'une autre. La première histoire parlait d'une fille qui pensait que l'amour signifiait le sacrifice, qui croyait que si elle était juste assez bonne, assez pure, assez aimante, elle pourrait guérir un homme abîmé et construire une vie parfaite à partir des ruines de son chagrin. La deuxième histoire parle d'une femme qui sait mieux. Qui comprend qu'on ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'à la guérison. Que la confiance est le fondement de tout. Que la violence, même une seule fois, même en public, même avec des excuses, n'est jamais acceptable. Que partir est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Ma fille postule maintenant dans les universités. Elle veut étudier le droit, se battre pour les survivantes de violences domestiques. Elle dit que je l'ai inspirée, mais je pense qu'elle est juste plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Elle n'a pas eu à apprendre la force en se brisant. Elle est née dedans, a été élevée dedans, la respirant comme de l'air. Le fonds en fiducie que Véronica a laissé paiera ses études. L'assurance vie de mon oncle le complétera. Et l'entreprise que j'ai construite, le cabinet comptable spécialisé dans la dénonciation des abuseurs financiers,
et florissante. J'ai aidé des dizaines de femmes à échapper à des relations basées sur le contrôle économique. J'ai témoigné au tribunal. J'ai gelé des actifs, trouvé de l'argent caché, prouvé les schémas de vol et de manipulation qui maintiennent les victimes piégées. J'ai transformé mon cauchemar en l'œuvre de ma vie. Et chaque fois que j'aide quelqu'un à s'échapper, chaque fois que je vois la reconnaissance poindre dans les yeux d'une cliente alors qu'elle réalise qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'imagine pas des choses, qu'elle est systématiquement volée et manipulée, chaque fois que cela se produit, je pense à ce moment dans le jardin. Le moment où la main de Julien a heurté mon visage. Le moment où j'ai décidé de ne pas m'effondrer. Le moment où je l'ai regardé, lui, Véronica, les 200 invités, et que je me suis choisi. Ce moment a tout changé. Pas parce qu'il m'a rendue plus forte. J'ai toujours été forte. Mais parce qu'il m'a montré que j'avais le droit d'utiliser cette force. Que je n'avais pas à me rabaisser. Que je pouvais me tenir dans les décombres de mes rêves et dire, ceci n'est pas acceptable. Je vaux plus. Je mérite mieux. Et ensuite, marcher vers la vie qui le prouvait. Alors oui, mon mari m'a giflé au milieu de notre mariage. Et ce que j'ai fait ensuite, me tenir droite, dire la vérité, partir, reconstruire, survivre, m'épanouir, ne l'a pas seulement anéanti. Ça m'a sauvé. Et à la fin, c'était toujours le plus important.